pourquoi et comment le 11 septembre est à l'origine des crises actuelles de 2008 et 2011. L'Amérique vient de célébrer le 10e anniversaire du 11 septembre. Cette commémoration a été faite dans la sobriété, car les Américains, ainsi que le reste du monde, sont plus préoccupés par la grande crise qui les frappe actuellement que par le souvenir de ce douloureux événement. En effet, en faisant tomber les 2 tours du World Trade Center de New York, les terroristes ont involontairement et indirectement fait tomber tout l'édifice de l'économie mondiale. Ainsi, on peut dire que le 11 septembre est indirectement à l'origine des crises de 2008 et de 2011, les plus graves crises depuis la grande crise mondiale de 1929. Nous allons demander à M. Thierry Tal, promoteur de la nouvelle vision pour le développement de l'Afrique, de nous expliquer les causes de ce crash économico-financier et ensuite nous dire si cette crise aura un impact sur notre économie. Eh bien, à chaque siècle correspond une grande crise mondiale. Au XXe siècle, c'était la grande crise de 1929. Et au XXIe siècle, c'est celle-ci. En effet, cette fois-ci, ce n'est pas une petite crise qui attaque un pays et puis qui disparaît. Cette fois-ci, c'est une crise qui a commencé par frapper l'Amérique, puis s'est propagée en Europe, puis au monde entier. C'est pourquoi on parle de crise mondiale. Dans ces conditions, il serait bon de savoir quelle est l'origine de cette crise. Ensuite, et c'est le plus important, quel serait l'impact de cette crise sur nos économies. Je ne suis pas un historien, comme vous le savez, mais pour bien comprendre cette crise qui frappe le monde entier, il serait intéressant de connaître son origine, sans vouloir remonter au 19e siècle. Eh bien, je vais quand même prendre 2 dates importantes. La première date, c'est 1971, avec l'abandon de la parité or-dollar. Ainsi, avant 1971, l'économie américaine se résumait à faire fonctionner ses planches à billets en fonction de la quantité d'or que l'Amérique possédait, c'est-à-dire les stocks d'or que les Américains avaient entreposés à Fort Knox. Pour telle quantité d'or, ils mettaient en circulation une masse monétaire équivalente. Puis, en 1971, le président Nixon a décidé de détacher ces 2 entités, l'or et le dollar, parce qu'il a été constaté que l'économie se développe beaucoup plus vite que la production de l'or. On a donc abandonné cette norme, cette parité or-dollar, qui était à l'époque 35 dollars par once. Dès lors, vu qu'il n'y avait plus d'étalons pour réguler les masses monétaires, eh bien on a fait fonctionner de façon libre et effrénée les planches à billets. Et on assiste alors à une hyperinflation. À cette époque, M. Paul Volcker, qui est le président de la Fed, c'est-à-dire le Federal Reserve Board, qui est la banque centrale américaine, eh bien M. Paul Volcker avait dit ceci: on ne doit pas avoir une telle inflation, parce que cela crée de nombreux ennuis aux Américains, avec notamment la stagnation économique. Il a donc pris des mesures extrêmement importantes et impopulaires. Renchérissement des crédits, diminution de la masse monétaire, augmentation des taux d'intérêt qui montaient jusqu'à 13 voire 14%. C'était des mesures drastiques, mais qui sont nécessaires pour juguler la stagflation à l'époque, c'est-à-dire la combinaison entre la stagnation et l'inflation qui frappait l'Amérique à cette époque. Et la deuxième date importante, c'était justement le 11 septembre 2001, avec les attentats du World Trade Center à New York.
Et les Américains et même le monde entier ont été choqués par le fait que les terroristes aient osé bombarder les États-Unis sur leur propre territoire et détruire ainsi les 2 gratte-ciel qui représentaient le symbole même de la puissance financière américaine. Cela a créé un énorme choc et le président George Bush a donc estimé, dans ces conditions, qu'il fallait redonner confiance aux Américains. D'abord, sur le plan militaire, en attaquant l'Afghanistan et l'Irak, pour montrer que l'Amérique est encore très puissante. Et ensuite, sur le plan économique, en faisant ce qu'on appelle la dérégulation, c'est-à-dire qu'on va tout déréglementer. En clair, M. Alan Greenspan, le nouveau président de la Fed, va donc faire exactement le contraire de ce qu'avait fait Paul Volcker, son prédécesseur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de laisser les taux d'intérêt élevés, M. Alan Greenspan va baisser le taux d'intérêt. Au lieu des restrictions monétaires qui bloquaient la masse monétaire, Alan Greenspan va libérer de nouveau les crédits. Et cela veut dire d'une part qu'on va avoir des taux d'intérêt de plus en plus bas et d'autre part on va avoir de plus en plus de crédits, augmenter la masse monétaire. Mais comment trouver tout cet argent? En allant s'endetter auprès des pays asiatiques, nouveaux riches, et notamment la Chine et le Japon. Savez-vous que ces pays détiennent à eux deux près de 2000 milliards de dollars en bons du trésor américain, et que la ville de Hong Kong détient à elle seule 139 milliards de dollars en bons du trésor américain, soit l'équivalent de 40 fois le budget national ivoirien. C'est dire qu'ils sont les principaux créanciers des États-Unis. Et si un jour ces pays voudraient embêter les États-Unis, il leur suffit d'aller réclamer le remboursement immédiat de leurs créances. Et les États-Unis seraient très embêtés parce qu'ils n'auraient pas les moyens de les rembourser. Mais ceci n'est qu'une hypothèse d'école, bien sûr, car ni la Chine ni le Japon n'ont intérêt à le faire parce que l'Amérique est un partenaire financier et commercial excessivement important pour eux. On ne tue donc pas la poule aux œufs d'or. Bref, ce qui caractérise l'Amérique à cette époque, c'est-à-dire entre 2002 et 2007, c'est, premièrement, la relance de l'économie par la consommation, grâce aux taux d'intérêt très bas et aux crédits très abondants. Et deuxièmement, par une politique de délocalisation des usines pour avoir les produits les moins chers possibles. Car, disent les Américains, pourquoi fabriquer nos produits aux États-Unis? Ça revient trop cher. On préfère leur faire fabriquer en Chine, c'est beaucoup moins cher, donc c'est plus avantageux pour nous. C'était une vue à court terme, mais c'était leur point de vue. Ainsi, les Américains sont poussés à la consommation. Ils achètent n'importe quoi. L'essentiel, c'est de consommer, c'est d'acheter. Une nouvelle voiture, un nouveau frigidaire, un nouveau ordinateur, climatiseur, etc., etc. Mais le seul problème, c'est que les usines de fabrication se trouvent en Chine. Ce qui signifie que plus les Américains achètent, plus les Chinois sont riches. Et pour que les Américains continuent quand même à acheter, les Chinois et les Japonais leur prêtaient de l'argent. Beaucoup d'argent. C'est l'histoire de la cigale et de la fourmi du XXIe siècle. Sauf que dans le cas d'espèces, la fourmi n'a pas laissé mourir de faim la cigale, au contraire. Elle lui prête de l'argent pour que la cigale continue à chanter. Face à toutes ces contraintes, que vont faire les Américains pour gagner de l'argent? Les Américains font ce qu'ils savent faire mieux que quiconque, c'est spéculer. Ils vont donc spéculer en bourse, dans l'immobilier, mais aussi dans les matières premières, telles que le pétrole, le café, le cacao, le cuivre, etc.
En un mot, ils vont spéculer sur tout. Ils vont même spéculer, jouer sur du papier. The future, c'est-à-dire des contrats à terme. Ainsi, même avec un peu d'argent, ils peuvent jouer sur des montants très élevés. Ils vont être aidés en cela par les banques et les golden boys que sont les traders. À cela, les banquiers le disent. Si tu fais gagner de l'argent à la banque, tu auras ta prime. Et cette prime s'élève parfois à plusieurs millions de dollars par trader. Ainsi galvanisés, ces golden boys, ces traders, vont tout faire pour que les gens achètent n'importe quoi. Mieux, on leur accorde même des crédits pour qu'ils achètent. Ainsi, plus les gens achètent, plus ils obtiennent des crédits, et plus les traders gagnent de l'argent. S'ouvre alors une course aux primes, où les traders vont pousser à la spéculation à la hausse, à l'extrême même. C'est là qu'interviennent ce qu'on appelle les subprimes. Et subprime, c'est de dire qu'on va aller voir les ménages américains qui ne gagnent pas suffisamment d'argent et on leur propose donc des crédits pour acheter. Et qu'est-ce qu'on va leur dire? On va leur dire, écoutez, on va vous accorder des crédits qui ne sont pas basés sur vos revenus, mais sur la valeur de vos biens. Et je m'explique. Eh bien, ils vont voir un ménage. Il dit, achetez cette maison, vous paierez $2000 par mois. On vous accorde un crédit et vous remboursez à raison de $2000 par mois. Le problème, c'est que ce ménage ne gagne pas $2000 par mois. Alors, on leur dit, ce n'est pas grave. Si vous ne pouvez pas rembourser, on va vous prêter d'autres crédits pour que vous puissiez rembourser. Parce que votre maison va valoir plus cher dans 6 mois, ce sera encore plus cher dans 1 an et encore plus cher dans 2 ans. En effet, la banque pense qu'au pire des cas, elle fera saisir et vendre la maison. Et comme dans 1 an, cette maison va valoir beaucoup plus cher, il n'y aura donc aucun risque pour le banquier. Et comme tout le monde à l'époque spéculait à la hausse, eh bien les prix des logements et des actions n'arrêtaient pas de monter, monter et monter. Ainsi, pendant cette période, on a des sociétés de placement ou des banques qui gagnent 20 à 30% par an, alors que l'économie américaine n'a qu'une croissance de 4 à 5%. Vous voyez, d'un côté, nous avons 20 à 30%, et puis de l'autre côté, 4 ou 5%. Il y a donc une distorsion spéculative entre la réalité, qui est la croissance économique des États-Unis, et la spéculation, c'est-à-dire les 20 à 30% que gagnaient les banques ou les traders, etc. Mais tout cela, ça peut durer pendant quelque temps, mais ça ne peut pas durer éternellement. Il arrivera donc un moment où la bulle va éclater. Tout comme la bulle Internet que vous avez entendu parler en 2001. Ça montait, puis brusquement, toutes ces sociétés ne valaient plus rien. Et dans le cas d'espèces, c'est la bulle immobilière qui a éclaté en 2008. Mais ainsi, dès que la confiance disparaît, eh bien, les gens vont essayer de retirer leur argent, parce qu'il n'y a plus de confiance. Et ces sociétés qui avaient dans leurs actifs des biens, des actions ou des biens immobiliers qui valaient une fortune il y a peu de temps, ben ces actifs ne valent plus rien actuellement. Et donc toutes ces valeurs dégringolent, et comme ces valeurs ne valent plus rien, eh ben ces sociétés ou ces banques ne peuvent pas se retrouver en faillite parce qu'elles ne peuvent pas rembourser. C'est ainsi que la grande banque d'investissement américaine, qui a été créée il y a 160 ans, la Lehman Brothers, eh bien, elle a fait faillite, elle est tombée en faillite le 15 septembre 2008, ainsi que 40 autres banques américaines. Voilà la situation. Monsieur Thierry Tan, on avait beaucoup parlé de subprime.
qui serait la cause de la crise immobilière. Mais qu'est-ce qu'un subprime? Eh bien, le subprime est un crédit qu'on qualifie de crédit toxique parce qu'il est accordé à des personnes qui ne peuvent pas rembourser normalement en raison de leurs revenus trop faibles. Cependant, si les organismes financiers accordent aussi facilement des subprimes, c'est parce que ces crédits est accordé avec un taux d'intérêt plus élevé. C'est pour ça qu'on dit subprime, au-dessus du prime. Donc, les banques et organismes de crédit, eh bien, elles accordent facilement parce qu'elles gagnent plus avec ces subprimes, avec un crédit ordinaire, classique. Accorder des crédits à des personnes ayant des revenus trop faibles pour rembourser constitue un risque. Comment ces organismes financiers ont-ils appréhendé ce risque? Bien, effectivement, il y a un risque. Et ce risque, comment le gère-t-on? On fait ce qu'on appelle la titrisation. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on va mélanger ces crédits toxiques, c'est les subprimes, avec des crédits qui sont convenables et même bons. On fait donc un mélange et on place ce package sur le marché financier. Et il y a beaucoup de gens qui achètent cela parce que cela leur rapporte beaucoup plus qu'avec des crédits classiques. Si ce qu'ils achètent habituellement leur rapportait par exemple 4 ou 5%, le subprime avec les crédits, ce package titrisé, eh bien ça leur rapporte 8 à 10%. Donc c'est 2 fois plus. Ils ont intérêt à le faire. Ils sont incités en tout cas à le faire. Mieux, ces banques qui vendent donc ces packages, eh bien sont notées par ce qu'on appelle les agences de notation, telles que Standard & Poor's, Moody's ou Fitch. Et comme ces banques sont notées AAA, 3A, c'est-à-dire la note maximale, cela veut dire qu'elles offrent un maximum de garantie, une garantie totale. Dans ces conditions, eh bien, on achète sans retenue, ni arrière-pensée, parce qu'on fait confiance à ces agences de notation. En outre, les plus grands groupes d'assurance mondiale, AIG, c'est-à-dire American Insurance Group, intervient également pour leur accorder des garanties. Ainsi, outre les bonnes notes que leur décernent les agents de notation, Standard & Poor's, Moody's et Fitch, eh bien ces banques américaines sont entourées de toutes sortes de garanties, de toutes sortes d'assurances. Et de ce fait, ces banques américaines peuvent refiler ces packages toxiques aux banques européennes ou asiatiques, qui les achètent en pensant qu'il n'y a aucun risque et que cela, de toute façon, leur rapporte beaucoup plus que leurs opérations habituelles. En fin de compte, tout le monde achète et se refile ces crédits toxiques. Mais dès que le premier problème apparaît, c'est la panique. Parce que on ne sait plus si les packages qu'on a en sa possession contiennent ou non des crédits toxiques, puisqu'ils ont été titrisés. Résultat, c'est la panique générale. Et les sociétés auxquelles on demande de rembourser, ne peuvent pas. Étant donné que leurs actifs, qui valaient très cher, se retrouvent sans valeur. Et comme elles ne peuvent pas rembourser, on les met en faillite. C'est ce qui s'est passé avec ce que nous venons de voir tout à l'heure, c'est-à-dire la banque américaine Lehman Brothers, ainsi que les 40 autres banques américaines. Et la Citibank Group, cette Citi qu'on connaît bien, et l'AIG n'ont échappé à la faillite que grâce aux centaines de milliards de dollars que l'État américain a injectés pour les sauver. Mais cette panique s'est propagée partout. Les banques ne s'en font plus confiance, même aux banques, entre elles, avec qui elle a l'habitude de se prêter. Un jour, c'est telle banque qui prête à l'autre, un autre jour, c'est l'autre qui prête à celle-ci, etc. Elles ne le font plus. C'est ce qu'on appelle le credit crunch. Monsieur Thierry Tan, vous venez
de nous expliquer comment on est passé de la crise immobilière avec les subprimes à la crise financière. Maintenant, pourriez-vous nous expliquer comment cette crise financière a évolué vers la crise économique mondiale en 2008-2009? Eh bien, c'est encore et toujours le problème de la confiance. Comme on n'a plus confiance, on ne prête plus, non seulement aux banques, mais également aux entreprises. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure avec le credit crunch. Et comme ces entreprises n'ont plus de crédit et de trésorerie, elles sont obligées de fermer ou de ralentir leurs activités. Ainsi, durant le mois de février 2009, les 3 plus grands constructeurs d'automobiles américains, tels que General Motors, Ford et Chrysler, ont vu leurs ventes baisser de 50%, 2 fois moins que d'habitude, car les gens n'ont plus d'argent ni de crédit nécessaire pour acheter des voitures. C'est ainsi que la crise financière de 2008 s'est transformée en crise économique de 2009. En effet, on assiste à une véritable récession, c'est-à-dire à une croissance négative, -6 aux États-Unis et -3 à -4 en Europe. Et cela au mois de février 2009. C'était la panique générale, la plus grave crise depuis 1929. Tout ceci confirme bien que le 11 septembre est indirectement à l'origine des crises mondiales actuelles. En effet, sans le 11 septembre, le président George Bush n'aurait pas de prétexte pour faire la guerre en Afghanistan et en Irak. Or, ces 2 guerres ont déjà coûté à l'Amérique plus de 3 000 milliards de dollars en 2008. Et pour financer ces énormes dépenses militaires, le gouvernement américain pouvait le faire, soit par une augmentation des impôts, soit par une augmentation des dettes. Et George Bush a choisi d'augmenter les dettes de l'État américain. La dette américaine a donc été multipliée par 3 en 11 ans. Deuxièmement, sans le 11 septembre, George Bush n'aurait pas lancé son plan de relance par la consommation grâce à l'abondance des crédits bon marché, donnant ainsi l'illusion aux Américains qu'ils sont de plus en plus riches et qu'ils peuvent dépenser sans compter. Il leur suffit de s'endetter. Malheureusement, comme toute illusion, elle disparaît très vite sans crier gare. On assiste alors, dès 2009, à la récession et à la crise économique qui frappent d'abord les États-Unis avant de se propager en Europe puis dans le monde sous l'effet de la mondialisation. Force est de constater que la crise mondiale est donc bien partie du 11 septembre. Monsieur Thierry-Dan, pourquoi, après un petit redressement en 2010, nous assistons à une autre crise en 2011? Comment expliquer cette nouvelle crise de 2011? Eh bien, pour sortir, comme on l'a vu tout à l'heure, de cette crise financière de 2008, qui s'est transformée en crise économique en 2009, la Fed, c'est-à-dire la Banque centrale américaine, va pratiquer ce qu'on appelle la politique de l'assouplissement monétaire ou quantitative easing, le QE1, qui consistait à racheter les créances, disons, pourries, que sont les subprimes, aux banques, afin de leur apporter un peu d'oxygène, c'est-à-dire des liquidités. En fait, le QE1 a été un échec. Certes, les banques ont été sauvées, mais la consommation n'a pas repris. En effet, l'argent injecté par la Fed dans le cas de QE1 a surtout servi à
alimenté la spéculation et le boom des marchés actions depuis début 2009. Donc, ce qui a donné l'impression que l'économie a un peu repris. Mais en réalité, le chômage s'est installé durablement autour de 10%, avec pour conséquence une frilosité pour la consommation. Alors, que faire? Eh bien, M. Ben Bernanke, le nouveau président de la Fed, va de nouveau injecter dans l'économie, eh bien, par le biais du Quantitative Easing numéro 2, c'est-à-dire QE2, 600 milliards de dollars supplémentaires. Nous vivons donc dans le règne du crédit, de l'excès de crédit. On vit à crédit aux États-Unis. D'abord au niveau des ménages et des banques, et maintenant au niveau des États qui se retrouvent avec des dettes souveraines, c'est des dettes de l'État, qui représentaient quasiment 100% de leur PIB, c'est-à-dire produit intérieur brut. Ainsi, la dette américaine est passée de 5 000 milliards en l'an 2000 à 15 000 milliards en l'an 2011, soit 300% de plus, soit 3 fois plus de dette en 11 ans. De ce fait, l'agence de notation, on y revient encore, Standard & Poor's, a dégradé la note américaine en la faisant passer de AAA à AA, de 3A en 2A. Ce qui veut dire que les Américains doivent maintenant payer beaucoup plus cher les intérêts de leurs dettes. Ils se retrouvent donc dans une position très difficile, avec un chômage endémique de 10%, un dollar affaibli, une inflation rampante et une récession. On entre dès lors dans le cercle vicieux qui consiste à ceci. La récession va engendrer encore plus de chômage, donc moins de salaire, donc moins de consommation, moins d'achats, donc moins d'affaires pour les entreprises et pour les banques. Et pour l'État, c'est moins de recettes fiscales puisqu'il y a moins d'affaires. Donc plus de difficultés pour rembourser ses dettes. L'État est donc obligé, pour pouvoir rembourser ses dettes souveraines. Donc l'État est obligé d'augmenter les impôts et taxes bien sûr. Et tout cela étrangle encore plus les entreprises et les ménages. D'où nouvelle récession, d'où nouvelle politique d'austérité, d'où nouvelle crise en l'an 2011. Tout cela, c'est très malsain. Et donc ça crée un climat de méfiance qui provoque la panique généralisée sur toutes les places boursières. Ainsi, entre le 22 juillet 2011 et le 14 septembre 2011, eh bien, les places boursières dans le monde ont perdu 25% de leur capitalisation. C'est-à-dire, ils ont perdu 7 500 milliards de dollars en 45 jours à peine. Et ça veut dire 7 700 milliards perdus, c'est l'équivalent du PIB de l'Allemagne et de la France réunis, perdus en 45 jours. Et dans ce contexte, toute l'Europe, actuellement il y a encore des conférences par-ci par-là, toute l'Europe, derrière Angela Merkel et Sarkozy, ont donc œuvré de leur mieux pour essayer de sauver l'euro en tentant de sauver la Grèce qui s'écroule sous ses dettes. Si la Grèce tombe, parce qu'ils savent tous que si la Grèce tombe, eh bien les spéculateurs vont attaquer aussi les autres pays européens qui présentaient eux aussi des faiblesses, telles que ce qu'on appelle les PIGS, c'est-à-dire le Portugal, l'Irlande, l'Italie, la Grèce bien sûr, et l'Espagne, Spain, PIGS. Et si ces pays, les PIGS, tombent, eh bien c'est l'euro qui tombe. Parce que les banques européennes aussi vont tomber.
comme elles accordent beaucoup de crédit à tous ces États, forcément, si ces États font faillite, cela entraîne la faillite des banques. Et si ça entraîne la faillite des banques européennes, ça va entraîner également la faillite de l'euro. Et si l'euro tombe, eh bien, l'Union européenne n'existera donc plus. Donc c'est très grave. Et c'est la panique générale. Encore une fois. Eh bien, les cigales, dont nous allons parler, occidentales, vont chercher tous les moyens pour s'en sortir. Et donc, elles vont se tourner vers qui? Vers les fourmis asiatiques pour qu'elles les sauvent du désastre économique. C'est vraiment le monde à l'envers. On assiste à un basculement de la puissance économique et financière qui se trouve maintenant en Asie et non plus en Occident. Ceci étant, la crise de la dette ou de surendettement de l'Occident peut faire craindre une explosion de l'euro et la faillite des banques. Pour éviter cela, les banques européennes sont appelées à renforcer leur capital, c'est-à-dire mettre en réserve de leurs fonds propres 7% du montant des prêts qu'elles accordent à leurs clients, au lieu des 2% actuellement. C'est-à-dire multiplier par 3,5 les réserves bancaires actuelles. Ce sont là les règles bancaires, appelées Bâle III, du nom d'une ville suisse. Les banques vont donc restreindre leur crédit. C'est ce qu'on appelle le crédit crunch, qui étrangle les entreprises et les ménages, d'où crise. Mais quelles sont donc les conséquences pour nous, pays africains, de tout cela? Quand on sait que l'Europe et l'Amérique sont en train de se noyer avec leurs dettes, il serait donc illusoire pour un pays africain d'aller leur demander des crédits. En effet, on ne demande pas à quelqu'un qui se noie de vous aider, de vous sauver. Celui qui se noie cherche d'abord à sauver sa peau. En outre, il faut savoir ceci. Quand l'Afrique reçoit 1 franc sous forme d'aide ou de crédit, l'Afrique est obligée de décaisser 5 francs sous forme de remboursement de sa dette. Pour ces raisons, il faut que l'Afrique repense sa politique actuelle qui consiste à toujours demander de l'aide ou des crédits au lieu de vouloir valoriser ses propres matières premières. Votre analyse est claire et très compréhensible, même par des non-économistes. C'est pourquoi nous souhaiterions savoir si on n'aurait pas pu prévoir ces crises. Bien sûr, on aurait pu prévoir ces crises. En effet, il y a bien longtemps que j'ai dit dans mes précédentes interviews que tant que les économies occidentales s'appuient sur l'économie spéculative, elles subiront des crises multiples, allant de la crise des subprimes en 2008 à la crise de la dette souveraine des États en 2011. C'est pourquoi je suis à 100% pour l'économie réelle. Et c'est grâce à cette économie réelle que les pays asiatiques, et notamment la Chine et les pays émergents, vont sortir plus vite que les autres de cette crise mondiale. En effet, la Chine moderne s'est construite à partir de l'industrialisation en se fondant sur le principe qu'on doit bâtir une économie sur du réel, financée par l'épargne, son épargne, et non pas par des crédits ou des prêts. On ne doit pas dépenser plus que ce qu'on gagne. C'est ce que les pays occidentaux, malheureusement, ont tendance à oublier. Ils pensent qu'ils peuvent vivre éternellement à crédit, c'est-à-dire avec des prêts. Or, il arrive toujours un moment où il faut rembourser sa dette. Et pour rembourser leur dette souveraine, les États occidentaux sont obligés d'augmenter les impôts, de diminuer les salaires et même de licencier du personnel. Bref, d'appliquer une politique d'austérité très sévère. Mais tout cela
provoque justement la crise. Et quelle leçon maintenant pour nous, que nous devons en tirer? La leçon, c'est que si les pays riches occidentaux ne peuvent pas vivre éternellement à crédit, il ne faut surtout pas croire que les pays pauvres africains peuvent se permettre de vivre éternellement à crédit. Dans ce cas, il faut modifier notre comportement. Il ne faut plus vivre à crédit et nous faire exploiter. Il faut donc que nous créons par nous-mêmes nos richesses, par la valorisation industrielle de nos produits. Ainsi, avec le seul ticket, nous pouvons gagner 20 000 milliards par année. Et le manioc, comme vous le savez, n'est pas le seul produit que la Côte d'Ivoire produit, que nous produisons. Nous avons 1000 autres produits que nous pouvons transformer. Si nous faisons cela, eh bien, c'est nous, bientôt, qui allons prêter aux pays occidentaux comme font les pays asiatiques actuellement. La nouvelle vision que vous avez préconisée depuis longtemps, n'est-elle pas justement basée sur l'économie réelle? Oui, c'est exact. Nous avons en effet des matières premières qui sont réelles. Le café est réel, le cacao est réel, le manioc est réel. Ensuite, nous les transformons dans les industries réelles. Et une fois transformés en produits finis réels, nous les vendons sur les marchés réels de plusieurs milliards de consommateurs, dont la Chine, qui fait à elle seule plus de 1,3 milliard de consommateurs. C'est cela, l'économie réelle. Vous achetez vos matières premières à 2000 francs. Vous les transformez en produits finis et puis vous les vendez à 20 000 francs. Eh bien, vous avez réellement gagné quoi? 20 000 francs moins 2 000 francs ce que vous avez acheté égale 18 000 francs. C'est votre gain. C'est la valeur ajoutée, votre valeur ajoutée. Ce sont donc des gains réels et tangibles. Par contre, on spécule sur les matières premières, le pétrole, le café, le cacao, etc. Et prenons l'exemple seulement du pétrole. Eh bien, le 11 juillet 2008, le baril de pétrole valait 147 $. Et en 2009, il ne valait plus que 46 $ par baril. En quelques mois seulement, le pétrole a ainsi perdu plus de 100 $. Plus de 2/3 de sa valeur a disparu en quelques mois. On spécule donc sur toutes les matières premières, pétrole compris. Mais une fois transformés en produits finis, c'est-à-dire cacao en chocolat, pour le café, c'est le café soluble, eh bien, ils ne sont plus spéculés. Ils ne font plus l'objet de spéculation. Mieux, leur prix n'arrête pas de monter, comme vous pouvez le savoir. Il suffit d'aller dans les supermarchés pour le savoir. Avez-vous vu une seule fois le prix du chocolat ou du café soluble baisser? Une seule fois? Jamais. Jamais. Il n'y a jamais eu de baisse de prix ni de chocolat, ni de café soluble. Il n'y en a pas. Par contre, les fèves ou les grains restent perpétuellement exposés aux variations de cours. Et c'est pour dire que quand on reste dans les matières premières, on est dans l'économie spéculative. Pire, ce sont les gens de l'extérieur qui spéculent sur nos matières premières. Ainsi, lorsque nos matières premières rapportent de l'argent, ce sont eux là, qui empochent les plus-values. Mais quand elles en perdent, eh bien c'est nous qui subissons les pertes. Parce que ce sont eux qui fixent nos rémunérations en fixant les cours de nos matières premières à leur gré. Et pour mieux illustrer mes propos, je vous ai cité l'exemple de ce boutiquier qui permet aux clients de fixer librement les prix et de payer à la caisse ce qu'ils veulent. Eh bien, dans ces conditions, notre boutiquier fera faillite au bout de 3 jours, au mieux au bout d'une semaine. Mais
cette situation, c'est ce que les pays africains subissent, supportent ou pratiquent depuis leur indépendance, il y a 51 ans. C'est pourquoi ils sont maintenant des PPTE, c'est-à-dire pays pauvres, très endettés. Alors, devons-nous rester dans l'économie spéculative avec l'exportation de nos matières premières dont nous n'avons retiré aucun bénéfice jusqu'à présent? Ou alors, devons-nous aller tout de suite vers l'économie réelle en passant par la transformation de nos matières premières qui nous permet d'engranger d'énormes bénéfices, d'énormes plus-values? La réponse découle de bon sens. Un jour, j'avais dit seulement, regardez, si nous ne transformons pas nos matières premières, le café par exemple, j'ai montré 2 pièces de 100 francs. Si nous les transformons en café soluble, voilà 5 billets de 5000 francs. Choisissez 2 pièces de 100 francs ou 5 billets de 5000 francs. Ne pas transformer ces 2 pièces de 100 francs, transformer ces 5 billets de 5000 francs. Eh bien, je crois que même un enfant, il dit, il faut transformer. Et voilà les raisons pour lesquelles j'ai toujours été contre l'économie spéculative et à 100% pour l'économie réelle. Et pour confirmer les avantages de l'économie réelle préconisés par la nouvelle vision, je vous donne comme exemple Singapour. Eh bien, est-ce que vous savez que le revenu par habitant à Singapour était de 400 $ il y a à peine 40 ans. Et ce revenu est passé à 40 000 $. C'est de 10 000% d'augmentation, 40 000 $ il y a 2 ans. Et actuellement, eh bien, le revenu par habitant à Singapour s'élève à 57 500 $, soit 2 fois plus que le revenu des Américains. Non, pardon, pas le revenu des Américains, 10 000 $ de plus que le revenu des Américains, mais 2 fois plus que le revenu des Européens. C'est-à-dire 2 fois plus que l'allemand ou le français. Et il en est de même pour le citoyen de Hong Kong, qui a le même revenu que l'Américain, qui est de 45 000 $. Et dire que ces pays sont minuscules et qu'ils n'ont aucune ressource naturelle. Ils n'ont que leur travail et une vision claire pour valoriser leur économie. Alors, pourquoi ne pas les imiter? Nous, qui avons toutes les ressources et même beaucoup de bras valides, compte tenu du fort taux de chômage que nous trouvons ici. Le problème, c'est que c'est nous qui refusons la nouvelle vision et nous voyons les résultats. Pour preuve, la Côte d'Ivoire, naguère prospère, est classée dans les 10 pires économies du monde. Et ce classement a été établi par la célèbre revue économique américaine dénommée Forbes, qui s'est basée pour ce faire sur les récentes études du FMI et de la Banque mondiale. En admettant que votre nouvelle vision est adoptée maintenant, nous voudrions savoir si, dans le contexte de la panique générale et de la perte subie par les places boursières, la crise mondiale n'aurait pas un impact négatif sur la nouvelle vision que vous préconisez. En d'autres termes, est-ce que cette crise mondiale ne va pas freiner la réalisation de cette nouvelle vision en Côte d'Ivoire et en Afrique en général? C'est une question très pertinente. Mais je peux vous dire que si nous pouvons, si nous savons comment s'y prendre, eh bien l'impact de cette crise sera positif pour nous. En effet, ayant perdu récemment en bourse 7 500 milliards de dollars en 45 jours, les détenteurs de fonds ne veulent plus investir en Occident qui présente maintenant trop de risques.
Ils cherchent donc des endroits plus sûrs qui leur assurent une bonne rentabilité et une bonne perspective d'avenir. Et pour les différentes raisons que j'ai exposées, ressources naturelles importantes, terres fertiles, absence de catastrophes naturelles, etc. Eh bien, la Côte d'Ivoire est l'endroit rêvé. Oui, je confirme que la Côte d'Ivoire est l'endroit rêvé, mais à condition qu'elle adopte la nouvelle vision dont les grandes lignes sont largement expliquées dans mes précédentes interviews. C'est-à-dire, premièrement, transformation industrielle de nos matières premières. C'est ça, l'économie réelle. Deuxièmement, une réglementation très libérale. En effet, trop de réglementation entraîne automatiquement trop de corruption. Or, aucun investisseur ne voudrait venir investir dans un pays corrompu. Troisièmement, pas ou peu d'impôts et taxes, car trop d'impôts tue l'impôt. En effet, contrairement à ce que nous croyons, eh bien, les pays qui ont le moins d'impôts sont les pays où l'État gagne le plus d'argent. C'est-à-dire que les recettes budgétaires de ces États sont largement excédentaires. Et je prends comme exemple Dubaï ou Hong Kong, qui sont des pays duty-free, c'est-à-dire sans taxes. Concernant Hong Kong, les recettes budgétaires de Hong Kong s'élèvent à 377 milliards de dollars Hong Kong, soit environ 20 fois le budget national ivoirien. Et dire que Hong Kong n'a que 1000 km² comparé aux 322 000 km² de la Côte d'Ivoire. Mieux, si l'État de Hong Kong est très riche, le citoyen de Hong Kong est également très riche, puisque le revenu par habitant à Hong Kong est le même que celui des Américains, soit 45 000 dollars américains par an, soit 10 000 dollars de plus que celui de l'allemand ou du français. Quatrièmement, avec ce nouvel environnement fiscal et réglementaire très favorable aux affaires, comme nous venons de voir pour les 3 premiers cas, la nouvelle Côte d'Ivoire deviendra un hub commercial vers lequel toute l'Afrique viendra s'approvisionner, car le shopping deviendra très intéressant à Abidjan, compte tenu des produits pas chers car détaxés, tout comme à Dubaï ou à Hong Kong. Dans ces conditions, les investisseurs et les touristes vont donc affluer en Côte d'Ivoire, créant ainsi des usines, des richesses, des autoroutes, des écoles, des hôpitaux et surtout des millions d'emplois pour les Ivoiriens. Et dans ces conditions également, la sécurité sera assurée. En effet, il n'y aura pas de guerre là où il y a la prospérité. Il est donc certain qu'avec tous ces atouts, la nouvelle Côte d'Ivoire va attirer une partie des fonds souverains, c'est-à-dire des fonds appartenant à des États riches. Et ces fonds sont évalués à 12 000 milliards de dollars. Eh bien, ces fonds, depuis qu'ils ont peur, ils sont un peu frileux vis-à-vis de l'Occident, ces fonds recherchent actuellement de tels endroits comme la nouvelle Côte d'Ivoire pour y investir. Maintenant, en supposant que la Côte d'Ivoire n'arrive à attirer que 1% seulement de ces fonds, cela représente quand même 120 milliards de dollars, 120 milliards de dollars, c'est-à-dire 30 fois le budget national ivoirien. En outre, il faut le préciser, ce ne sont pas des prêts, mais des investissements. Ce qui signifie que nous n'aurons pas des intérêts à payer. C'est un point très important quand on sait que le service de la dette, c'est-à-dire le paiement des intérêts de la dette, représente déjà
43% du budget national ivoirien en 2011, soit 2 fois les salaires des fonctionnaires, y compris les corps habillés. Faut-il pour cela augmenter encore nos dettes et par voie de conséquence, augmenter notre service de la dette au point d'arriver à 100% de notre budget national? La réponse c'est non. Au lieu des dettes, il vaut mieux attirer les investisseurs avec la nouvelle vision, car avec les investissements, il n'y aura pas de remboursement ni des intérêts à payer. Ce sera donc tout bénéfice pour la Côte d'Ivoire. Et la troisième chose, la dernière, qui renforce ma conviction concernant la nouvelle vision visant à transformer nos produits agricoles, c'est que même quand il y a la crise économique mondiale, les gens ont toujours besoin de manger. Ils peuvent arrêter d'acheter de nouvelles voitures, des réfrigérateurs, des ordinateurs, etc. Mais ils ne peuvent pas arrêter de manger. Or, qu'ai-je préconisé dans la nouvelle vision? C'est la transformation de nos matières premières en produits alimentaires, attiéqués par exemple. Et l'agroalimentaire, comme vous le savez, traverse toutes les crises parce que les gens ont perpétuellement besoin de manger. De ce fait, si nous appliquons la nouvelle vision au lieu de la combattre, l'économie ivoirienne en tirera un grand profit. Mieux, la crise mondiale actuelle, qui devrait la frapper très durement, se transformera en une grande bénédiction pour notre pays. Nous constatons en effet que la nouvelle vision est très bénéfique pour la Côte d'Ivoire. Mais en est-il de même pour les pays occidentaux, notamment la France, qui peuvent se sentir lésés par la prospérité de la Côte d'Ivoire et qui peuvent donc bloquer le processus de la nouvelle vision? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'impact de la nouvelle vision est également bénéfique pour les pays occidentaux et notamment pour la France, qui est souvent présentée, à tort d'ailleurs, comme le faiseur de rois en Côte d'Ivoire. En effet, la prospérité de la Côte d'Ivoire aura un impact positif sur la France, tant sur le plan national que sur le plan international. Et pour le démontrer, nous allons analyser la situation actuelle de la France et notamment son endettement. Vous savez que la dette souveraine de la France, c'est-à-dire la dette de l'État français, a été multipliée par 5, c'est-à-dire plus 500% en 25 ans. Elle s'élève actuellement à 1700 milliards d'euros, soit 87% du PIB ou produit intérieur brut français. Et son service de la dette s'élève à 45 milliards d'euros. C'est d'ailleurs le troisième poste de dépense du budget français. C'est énorme. Et à titre de comparaison, ce service de la dette est supérieur à l'ensemble des budgets de la défense, c'est-à-dire budget militaire, qui s'élève à 37 milliards d'euros, et du budget de la justice, c'est-à-dire 7 milliards d'euros. Service de la dette supérieur à l'ensemble des budgets de la défense et de la justice, les deux piliers de la société française. Et comme nous l'avons vu aussi précédemment, cette situation de surendettement est donc très grave. Et que va-t-il se passer l'année prochaine, en 2012? Eh bien, malgré sa très bonne note de triple A, la France doit payer actuellement 3% d'intérêt pour sa dette souveraine. Or, en 2012, l'économie française sera au point mort. La France aura au maximum 1% de taux de croissance. 1% de taux de croissance pour rembourser 3% de taux d'intérêt. La France ne pourra donc pas, normalement, payer les intérêts de sa dette. Prenons un exemple très simple pour vous faire comprendre cette situation. Pour votre investissement, par exemple,
vous empruntez de l'argent à une banque qui vous demande de payer 3% d'intérêt. Nous avons deux cas de figure. Si votre investissement est rentable et dégage 10% de profit ou de retour sur investissement, comme on dit, vous pourrez facilement payer les 3% d'intérêt à la banque. Si par contre, votre investissement ne dégage que 1% de rentabilité, dans ce cas, vous ne pourrez pas payer les 3% d'intérêt à la banque. Et dans ce cas, la banque aura le choix de vous soutenir en vous accordant un nouveau prêt pour payer ce que vous lui devez. Mais la banque aura le choix, également le choix, de vous mettre en faillite et de vendre tous vos biens. C'est le même dilemme qui se pose à la France. Ainsi, pour rembourser sa dette et éviter d'être mise en défaut de paiement, la France sera donc obligée soit d'emprunter plus, soit de taxer encore plus. Or, plus d'impôts signifie plus d'austérité. Donc, plus de récession économique et plus de chômage. C'est dire que la situation sera très grave, non seulement pour la France, mais également pour tous les pays de l'Union européenne. C'est pourquoi on parle de la décennie perdue, c'est-à-dire 10 années d'austérité, de chômage, etc. Ainsi, la France, comme tant d'autres pays de l'Union européenne, ne pourra pas s'en sortir par ses propres forces, comme on dit. Elle devra donc trouver une idée novatrice, une nouvelle vision en quelque sorte. Et cette idée novatrice, c'est vers l'Afrique qu'elle trouvera, et notamment vers la nouvelle Côte d'Ivoire prospère. En effet, avec la nouvelle vision, la Côte d'Ivoire va prospérer, elle va créer beaucoup de richesses et des millions d'emplois. Dans ces conditions, l'impact positif sur la France sera multiple. D'abord, les Ivoiriens, ayant maintenant des emplois bien rémunérés en Côte d'Ivoire, n'auront donc plus besoin d'émigrer clandestinement vers la France pour trouver du travail. Donc, il n'y aura plus d'émigration clandestine qui pose tant de problèmes à la France. Mieux, beaucoup d'Ivoiriens actuellement établis en France vont également chercher à rentrer en Côte d'Ivoire qui leur procure des emplois bien rémunérés. Et tout cela va faire baisser le taux de chômage en France qui atteint maintenant 10% de sa population active. Voyons le deuxième point positif pour la France. Eh bien, c'est que les Ivoiriens, devenus plus riches, vont pouvoir acheter des voitures françaises et même des Airbus. Ce qui permet aux industries françaises de prospérer et donc de recruter en France. D'où nouvelle baisse du chômage en France, d'où également augmentation de l'activité en France. D'où augmentation des recettes fiscales en France. Ce qui permet à la France de relancer son économie et de résoudre son problème d'endettement, ou plutôt de surendettement. Troisième point positif, eh bien grâce à la transformation industrielle de ses produits agricoles, la Côte d'Ivoire va inciter tous ses planteurs à produire beaucoup plus. Et tout ce qui n'est pas transformé sera vendu sur le marché ivoirien. Du fait de la nouvelle abondance des produits, les Ivoiriens vont maintenant payer beaucoup moins cher les produits alimentaires. Par exemple, les choux, les tomates ou la banane plantain sont vendus à 100 francs le kilo au lieu de 400 ou 500 francs le kilo actuellement. Ainsi, les Ivoiriens vont avoir d'un côté les revenus qui augmentent beaucoup et de l'autre côté le coût de la vie qui va baisser beaucoup. Par conséquent, les Ivoiriens vont enfin pouvoir épargner beaucoup. Et grâce à cette épargne, les Ivoiriens pourront prêter à la France pour la soutenir. Par ailleurs, avec la nouvelle vision,
qui préconise le duty free comme à Dubaï ou à Hong Kong, la Côte d'Ivoire sera un hub commercial, c'est-à-dire un pays où tout le monde viendra pour faire le shopping comme à Dubaï ou à Hong Kong. Dans ce cadre, la France pourra venir en Côte d'Ivoire pour vendre tous ses produits de luxe tels que parfumerie, vêtements, sacs, etc. Nous voyons donc que l'impact sera très bénéfique pour la France sur le plan national. Mais il sera également très bénéfique sur le plan international. En effet, la France, en aidant la Côte d'Ivoire à prospérer grâce à la nouvelle vision, bien la France va se faire de vrais amis en Afrique. La France aura ainsi bâti une zone d'influence au sein de cette Afrique francophile qui aime la France. La France ne sera donc plus seule, elle sera toujours accompagnée par l'Afrique francophile qui la soutiendra dans toutes les négociations internationales. Et cette nouvelle géostratégie va permettre à la France d'être écoutée et respectée dans le monde. Elle permettra notamment à la France de s'ouvrir les vastes marchés asiatiques. C'est cela, l'idée novatrice qui va permettre à la France de sortir de cette crise mondiale qui la frappe et à laquelle elle ne pourra pas trouver de solution purement franco-française. Provisoirement, la solution pourra être franco-allemande ou franco-européenne. Mais à moyen terme, la solution sera nécessairement franco-africaine, dans le cadre de la nouvelle vision qui permettra à la Côte d'Ivoire de prospérer et aux autres pays africains d'imiter l'exemple ivoirien. Ainsi, tout le monde sera gagnant dans cette nouvelle Afrique prospère et généreuse qui va réaliser la prophétie qui dit que le 21e siècle sera le siècle de l'Afrique. L'Afrique qui rend ainsi service au monde entier, n'est-ce pas une belle vision? À vous de la concrétiser.